Merci de nous retrouver sur ABK Radio. Nous sommes avec Monsieur Abel Elimbi Lobet, homme politique, analyste politique évidemment. C'est un plaisir d'être avec lui. Bonjour Monsieur Abel Elimbi Lobet, bienvenue sur ABK Radio. Merci Lungacha avec ta voix ténor. Bonjour conseiller, bienvenue, ça faisait longtemps. Mireille, j'ai fait un bon bout de temps je vous ai pas rendu visite. Bonjour conseiller. Et Black Oya qui est toujours là, enfin, on ne sait pas s'il est ténor ou soprano. Il est entre le ré et le fa. Voilà. Et la chance c'est qu'il n'y a pas de baryton. C'est pourquoi il n'y a pas de barrière. Alors Monsieur Abel Elimbi Lobet, on sait que vous étiez l'un des consultants, je vous prends un choix avec cette question, l'un des consultants de Vision 4 évidemment, et on sait que Vision 4 passe par une mauvaise passe aujourd'hui, notamment son directeur général. Est-ce que vous lui avez déjà rédigé votre lettre de soutien après tout ce qui se passe dans cette chaîne de télévision? Non, j'estime que c'est des problèmes internes à une entreprise. Je n'ai pas besoin de me reprendre là-dessus. Vous savez que j'appartiens à la catégorie des hommes politiques qui ne se saisissent pas de tout pour s'exprimer. Je ne parle pas de tout. Vous ne cherchez pas à faire du buzz. Donc le chat a mordu le chien et puis la mouche a fait l'amour avec le serpent. Je me mets à écouter là-dessus. C'est des problèmes internes à une entreprise comme il peut y en avoir avec ceci que c'est une entreprise qui a des micros et des caméras. Donc si ça avait été une entreprise qui n'est pas dans le monde médiatique, peut-être que vous ne saurez même pas. On licencie les gens tous les jours et même abusivement. Ça ne fait pas de bruit. On a traîné une vieille affaire de malentendu à la communauté urbaine de Douala sur plus de 2 ans. Ça n'a pas fait autant de bruit. Donc j'estime que ce n'était pas le problème des hommes politiques, c'est le problème de la justice et du personnel qui devrait pouvoir se mettre d'accord. Maintenant, j'ai entendu parler de haute trahison. Je crois que tout ça, c'est des dérives de langage qui montrent peut-être que les gens ne savent pas exactement de quoi ils parlent. La haute trahison est une infraction toute particulière citée à la fois dans la Constitution et dans le Code pénal qui concerne les acteurs politiques dans l'accomplissement de leur mission. Monsieur Ngacha ne peut pas être accusé de haute trahison. Dans sa vie de journaliste, malentendu avec Mireille Jimmy, et puis Mireille estime que vous l'avez trahi, ça n'a rien à voir. Mais le promoteur de la chaîne parle de haute trahison, mais il dit aussi que... Disons que ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de haute trahison possible dans ce contexte-là. La haute trahison est une infraction bien spéciale. C'est comme un coup d'État. On ne peut pas vous accuser de faire un coup d'État parce que vous parlez à la radio. Un coup d'État, c'est toute action que vous développez en dehors du champ électoral à l'effet d'obtenir le renversement. Alors il a aussi reprécisé sa question en disant évidemment que son employé s'était allié d'amitié avec certaines hautes personnalités dans l'intention de faire peut-être un peu tomber le régime. Écoutez, ça c'est des accusations, mais même jusque-là, ça ne serait pas une haute trahison. Je dis bien que c'est comme le meurtre. C'est quelque chose de bien particulier. Tout mort n'est pas un meurtre. Quelqu'un qu'on retrouve décédé dans sa maison, c'est pas un meurtre. Il peut avoir un suicide qui n'est pas un meurtre. Maintenant, si M. Ngacha entre chez Black Oya et l'égorge, on va parler de meurtre à ce moment-là. Donc tous les actes supposés délictueux n'ont pas les mêmes qualifications. C'est pourquoi nous insistons pour qu'il n'y ait pas l'amalgame outre mesure, que les gens n'aient pas l'habitude de servir à vos auditeurs des choses qui se disent à tort et à travers. Si vous avez ramassé 2000 francs à la sortie du studio ici et qui savait plus tard que les 2000 francs appartenaient à Mireille, on ne va pas dire que vous avez fait un braquage. Voilà, ainsi de suite. Donc je pense que cela fait du bruit. Ce bruit n'est... Vous savez, Platon, qui était l'élève de Socrate, disait 4 siècles avant Jésus-Christ que je désire faire du bien.
Mais je ne désire pas faire du bruit. Parce que je sais que le bruit ne fait pas du bien et le bien ne fait pas de bruit. Donc il faut raison garder, savoir laisser les choses à leur juste place et les résoudre selon les canons qui sont prévus à la fois par la décence et par les lois et règlements qui organisent notre vie. On n'est pas dans la jungle où la loi du plus fort serait, ou la loi de celui qui fait plus de bruit serait ce qui détermine la vérité des faits. Voilà. Monsieur Abel Limbi-Lobé, pour se rester un peu sur cette question, vous avez parlé de la loi de la jungle et puis on est un peu sur les médias et vous avez certainement lu la communication du ministre de la Communication en début de semaine où il disait évidemment que il revenait sur le concept de médias patriotes en disant que les médias participaient davantage à salir l'image du Cameroun. Et comment vous avez quelle est la perception que vous avez accordée justement à cette sortie du ministre de la Communication? Ce qu'il dit, tout le monde le ressent d'ailleurs. À la seule différence que quand on dit médias, dans les esprits qui ne sont pas très qualifiés, cela prête à confusion. Ça mélange vos radios et télévisions qui sont parfaitement domiciliés quelque part, identifiables, qui ont une raison sociale, une personnalité juridique et morale, avec les réseaux sociaux où n'importe qui peut intervenir, alors que n'importe qui ne peut pas intervenir dans votre radio parce que votre radio a des engagements. Elle a un cahier de charges qu'elle doit pouvoir observer tout le long de son existence, qui rend son action conforme à la loi. Alors que dans Facebook, WhatsApp, Twitter, il n'y a pas de loi à laquelle les gens doivent se conformer. Ou du moins, ceux qui interviennent là-bas de façon intempestive donnent le sentiment d'être dans une jungle où ils pensent qu'ils n'ont pas de loi, ils n'ont pas d'astreinte, ils n'ont pas de limite à observer. Et de nombreux gouvernements à travers le monde prennent la mesure de la dangerosité de cet état de choses, de telle sorte que on essaie autant faire se peut de codifier pour que quand vous êtes sur Internet, Facebook et les différents réseaux sociaux qui vont avec, que vous ne soyez pas dans une situation de non-droit. Et que n'importe qui ne puisse pas dire de monsieur Ngacha tout ce qu'il veut. Voilà. Et que la notion de diffamation ne s'arrête pas au studio de ABK. Et que la notion de diffamation est aussi court dans Facebook, dans Twitter, dans WhatsApp et dans d'autres réseaux sociaux où les gens pensent que pour n'avoir pas mis leur photo ou pour s'être présenté avec une fausse identité, ce qui rend compte déjà de l'éducation des uns et des autres, parce que M. Lungacha n'est pas particulièrement courageux de dire tous les jours qu'il s'appelle Lungacha et qu'on peut le retrouver à tout endroit où on veut. Voilà. Et quand vous avez donc des gens qui ont une culture de faussaires, qui viennent se présenter ou participer à des messes, à des débats, à des rencontres, mais sous fausses identités, vous êtes déjà au départ de la rencontre en présence des gens qui ont une culture de l'infraction, parce que la fausse identité est une infraction. Ce n'est pas pour rien que vous vous présentez ici de façon très très précise. Voilà, parce que vous aurez bien pu être Luc Ngacha dans vos documents officiels, mais en même temps venir à la radio vous donner un autre nom, et de telle sorte Jacques le Parisien. Voilà, Jacques le Parisien, vous donner mettre un masque, ne pas révéler votre véritable identité, visage, etc., fausser votre identité, parce qu'avec ça, vous estimez que si vous insultez tel ou tel homme politique, et on va vous chercher, on ne vous retrouvera pas. Donc, il faut effectivement codifier l'accès aux réseaux sociaux. Donc, je pense que la façon de présenter les choses contribue un temps soit peu à mélanger un peu nos radios et télévisions qui sont des entreprises avec une
personnalité juridique avec un ensemble d'acteurs qui utilisent Internet comme des plateformes médiatiques et vraiment, elles en sont, mais en même temps, n'assument pas ce que vous, dans vos radios et vos télévisions... Au-delà des réseaux sociaux, M. Abel Elimbi Lobé, faut-il interdire l'accès dans certaines radios et télévisions à certaines personnalités, évidemment, qui peut-être disent des discours remplis de haine dans les médias? Faut-il interdire l'accès à certains? Je pense que ce n'est pas du domaine de la loi, c'est du domaine de la déontologie que les chaînes de télévision, elles ont. Monsieur Lambda n'a pas de déontologie en dehors de l'éducation civique. Mais Monsieur Thiraud m'avait dit sur un plateau ici, à une journaliste en pleine interview en direct, si vous donnez la parole à ces gens-là, je ferme votre télévision. Parlant éventuellement de ceux qui étaient pour la sécession. Il dit, si vous leur donnez la parole, je ferme votre télévision. Écoutez, il peut y avoir des dérives autoritaires, mais ça ne veut pas changer le fond de la pensée de Monsieur Issa Thiroma qui s'adressait à un journaliste en voulant certainement lui faire comprendre que vous ne pouvez pas être les porte-voix des personnes qui attendent à l'intégrité du territoire. L'intégrité du territoire dans la lettre et l'esprit de la Constitution est quelque chose d'absolu, de sacré. Donc, c'est comme si j'avais une télévision et je donnais la parole volontiers à un adversaire de Luc Gacha qui répand partout l'idée qu'il faut assassiner Luc Gacha. Ah non, ça peut pas se faire. Lui, il peut le faire, il est poursuivable, mais moi qui donne la parole, je suis aussi poursuivable. Merci d'être avec nous. Monsieur Abel Elimbi Lobé est avec nous et dans un petit moment, nous allons parler avec lui de la réunion d'Elekam à laquelle il a pris part hier. Évidemment, on fera le bilan des élections de février 2020. On parlera aussi de la rencontre entre les émissaires du gouvernement camerounais et les Ambazoniens et on parlera des élections régionales à venir. À tout de suite. Le saviez-vous? Le Sawa Food Market Bonamoussadi est le lieu de célébration de la terre de chez nous. C'est aussi et surtout un cadre idéal pour vos rencontres professionnelles et amicales. Au Sawa Food Market Bonamoussadi, entre notre fast-food, nos fruits et légumes frais sortis de nos propres plantations, vous n'aurez que l'embarras du choix. Qualité garantie. Avez-vous déjà goûté à nos chips et nos popcorn? Un festival des saveurs. Désormais, le restaurant du Sawa Food vous propose un menu varié et riche. Entre le buffet et le plat du jour, c'est comme à la maison. Le goût de ça. Au Sawa Foods Market, nous accueillons aussi vos anniversaires et fêtes familiales. Réservez dès maintenant au 653 37 99 53. Nous sommes situés à Bonamoussadi, en face du groupe scolaire Wafo. Sawa Food Market, la terre de chez nous. ABK Radio. ABK Radio. ABK Radio, il est 9h. ABK Matin, l'interview. Merci de nous retrouver sur ABK Radio, notre invité, Monsieur Abel Elimbi Lobé, homme politique. Je voulais dire de tel parti politique, mais je cherche encore. Alors, on en parlera au cours de cette émission. Monsieur Abel Elimbi Lobé, la question de l'auditeur depuis l'Allemagne, est-ce que vous avez déjà vendu votre terrain? Il s'appelle Michael Noubi. Michael Noubi, puisqu'au lendemain des élections législatives et municipales, vous avez dépensé beaucoup d'argent et vous avez affiché vos titres fonciers sur les réseaux sociaux en disant terrain à vendre. Qu'en était-il? Alors, vous faites un parallèle fâcheux qui n'a pas sa raison d'être. Je ne vois pas mon terrain parce que c'est le lendemain des élections. Qui vous avait peut-être ruiné? Non, les élections représentent une grosse dépense pour tout le monde. Vous imaginez que quand M. Biya va aux élections, il dépense des milliards. Quand les députés de toutes sortes vont, les candidats aux élections législatives, il faut déjà dépenser au moins 1 million de francs au titre de la caution qui peut ne pas vous être remboursé. Et quand vous avez des colistiers qui n'ont pas beaucoup d'assises financières, il peut arriver que vous payiez aussi la caution de vos colistiers. Nous, dans la liste du mouvement des écologistes camerounais, il nous a été donné de payer la caution
élection pour un de nos colistiers. Voilà. Donc les élections, c'est des grosses dépenses. Au-delà des dépenses très formelles qu'on peut facilement lister, vous avez des dépenses occasionnelles tous les jours. Il faut organiser la campagne, il faut mobiliser les populations. Et vous voyez très bien la dérive dans laquelle notre pays est en train de plonger. Une campagne électorale, les gens vous obligent à faire de la campagne électorale un moment de distribution de prébendes qui n'avait pas de raison d'être. D'ailleurs, c'est interdit par la loi. Vous ne l'avez pas fait. Vous n'êtes même pas, il ne s'agit pas de vous. Mais vos adversaires l'ont fait, ils ont distribué pas du de riz. Luc Ngacha. Ils ont distribué du riz, des sardines, du pain, vos adversaires l'ont fait. Je dis que vous pouvez ne pas distribuer du riz. Mais même si après le meeting, vous amenez les gens boire, quelle que soit la forme, on appelle tout ça les libéralités, quelle que soit la forme des libéralités, ce sont des libéralités. C'est une forme d'achat de conscience. Mais à ce moment, où est passée la solidarité? Le problème, c'est pas un moment de solidarité, un meeting. C'est un moment d'échange d'idées. Point barre. Mais les mœurs qui se sont développées, à cause justement d'une certaine culture qui a consisté pour rendre le meeting attractif, on amène à boire, on amène la distribution des riz, etc. Et ça a duré une bonne quarantaine d'années. Le parti unique a duré une vingtaine d'années, et après le parti unique, le deuxième parti unique, et puis le multipartisme n'est arrivé qu'en 90. Entre-temps, les gens ont appris que participer aux joutes politiques, c'est avoir l'opportunité de manger et de boire. C'est bien que quand vous allez dans une association qui vous invite ou à laquelle vous demandez à parler pendant votre campagne électorale, vous devenez, vous entrez dans une situation quasi intenable. C'est-à-dire que quand vous avez fini de parler, tout le monde vous regarde. On attend. Maintenant, qu'est-ce que Il n'y a rien pour nous. vous avez fini de parler, parlez donc concrètement maintenant. Oui. Donc tout ce que vous avez dit avant, c'était pas concret. C'est maintenant que vous devez parler concrètement. Parlez bien, voilà. comme ils disent souvent. Et vous êtes obligé d'aller sur la table de la réunion, donner 25 000, et puis petit à petit, la vraie compétition n'est plus sur les plateaux de radio et de télévision. Sur le plan des idées. Elle devient une compétition de la mise. Hein? Quand vous allez voir la chorale de, je ne sais pas, les anges du Cameroun, on vous dit que c'est une chorale de 200 personnes. Vous arrivez, vous leur parlez, et puis vous êtes obligé de leur donner, on a l'habitude de présenter ça comme les commodités coutumières. Je ne peux pas venir dans votre réunion et partir comme ça. Comme ça, voilà. Et donc je donne 50 000, mais l'autre qui vient après, quand il apprend que il vous donne avez 200 000. Lui vient donner 200 000. Et puis, vous voyez que les bénéficiaires ne font plus la comparaison entre les idées, font la comparaison entre les montants qu'ils ont reçus. Dans les élections perdues de leur essence. Comme si, dès qu'on vous aura donné 1 million, c'est celui qui vous a donné 1 million qui est le bon candidat. Mais conseiller, peut-être parce que les candidats, souvent, les gens ont fait confiance aux candidats, mais une fois là-bas, ils donnent l'impression qu'ils viennent se servir et non servir le peuple. Et le peuple se dit, peut-être qu'il faut qu'on mange pour nous avant qu'ils n'arrivent là-bas. Oui, vous pouvez présenter cette vision du problème, ou bien le problème, vous pouvez le présenter comme ça. Toujours est-il que le peuple finit à être pris dans son propre piège. Si vous élisez les gens parce que pendant 15 jours de campagne électorale, ils vous donnent ce qu'ils ne vous ont pas donné en 5 ans, vous créez les conditions pour légitimer la corruption des dirigeants politiques. Puisque une fois qu'il a mis 15, 20, 30, 40, 50 millions de francs pour être député, il ne va pas aller s'asseoir là-bas avec pour principal souci de s'occuper de vos problèmes, alors que pour que vous lui donnez vos voix, il a dû mettre 50 millions. Donc du coup, on entre dans un cercle vicieux qui amène les acteurs politiques à quitter leur mission originelle pour aller dans une déviance, et de déviance en déviance en déviance. Monsieur Abel Elimi Lobé, le champ politique. Vous parlez de déviance pendant les élections des maires, évidemment, notamment le maire de ville. On a vu le spectacle des enveloppes ici à Douala. Vous vous rendez compte, évidemment, je prends un peu le cas de Douala 5e, ou alors le cas de tous les arrondissements de Douala. Vous avez les 4 candidats à la mairie qui vont venir, puisque les candidats sont rassemblés. Je prends un exemple, Douala 5e au parcours Vita.
candidats. On a tel candidat qui arrive, il donne une bonne petite enveloppe, il donne à manger et à boire, il s'en va, il y a un autre candidat qui arrive, il donne une bonne enveloppe à manger et à boire, et les conseillers prennent toutes ces enveloppes en faisant promesse d'élire celui qui donne les enveloppes. Oui. Le troisième arrive, il donne les enveloppes. Alors vous, comment vous appréciez cela? Et vous, quand vous étiez conseiller municipal, combien vous avez reçu pour voter le maire? Non, pour voter le maire, nous avons voté le maire à l'époque sur des bases très politiques. Mais il vous a quand même donné quelque chose à l'époque. Non, je n'ai jamais vu un candidat. Le SDF n'avait pas de candidat. Il faut déjà le savoir. Les candidats qui se battaient étaient à l'intérieur du RDPC. Et moi qui étais un cadre qui pensait la stratégie, voyant que nous étions battus aux élections et qu'il fallait déjà préparer les élections à venir, la stratégie était de ne pas voter le meilleur candidat du RDPC. Parce que si vous votez le moins bon, vous êtes sûr de pouvoir le battre à la prochaine élection. Mais sauf qu'il va mal travailler pour les populations, donc vous condamnez les populations. Écoutez, si vous votez le moins bon pour des raisons stratégiques, il n'a qu'à vous de se voir en travaillant très bien. S'il ne travaille pas bien, vous aurez une bonne raison, votre stratégie aura marché. Si je dois choisir entre Luc et Tchimi, sachant que Tchimi est la plus faible et qu'il me faut battre à la fin de 5 ans l'un des deux, je choisis Tchimi parce que... Sauf que vous condamnez le développement de... Non, pourquoi? Tchimi est déjà mis elle est déjà mise dans une liste pour être éventuellement maire. Ceux qui l'ont choisi pour la mettre là emportent la responsabilité de sa présence. Et au niveau du spectacle de l'argent qui circule, que pensez-vous? Les conseillers qui sont corrompus pour aller voter tel maire ou pas tel maire? Oui, ça existe. On sait ce qui se passe lors des élections des maires. On sait que les partis politiques, à l'intérieur du parti, les décideurs reçoivent de l'argent pour investir quelqu'un. Bon. Ensuite, à l'intérieur du parti, ceux qui n'ont pas été investis peuvent décider de se présenter eux-mêmes. Puisque l'élection est ouverte. Il n'y a pas une disposition réglementaire qui dit que quand vous êtes déjà élu conseiller municipal, pour être maire, c'est le parti qui doit vous investir. Le parti investit parce que le parti veut organiser sa discipline interne. Le parti pense que Ngacha est la meilleure personne politiquement apte à faire le boulot ici. Même si c'est Mireille Tchimi qui a été la plus brillante pendant la campagne électorale, ce qui est d'ailleurs discutable parce que comment vous pouvez penser que quelqu'un peut vous faire gagner l'élection mais il ne peut pas être un bon maire. Bon, mais ces contradictions existent à l'intérieur des partis où on pense que oui, Ngacha est bon pour faire gagner l'élection parce que il mobilise le plus. Il est Bafang, nous sommes dans une circonscription où il y a beaucoup de Bafang, mais c'est Black qui sera maire parce que nous voulons que c'est quelqu'un qui est originaire du Nord, nous voulons montrer que nous faisons de l'intégration, etc., etc. Les partis politiques peuvent avoir des calculs de cette nature qui peuvent même être d'une certaine manière légitimes. Parce que si on laisse parler simplement la base militante, elle ne va pas avoir en l'esprit toutes les considérations subtiles que le champ politique exige. On peut donc on met Ngacha en tête pour que Ngacha nous fasse gagner, mais on veut mettre Black Oya qui est un nordiste à la mairie parce que nous voulons montrer que nous faisons l'intégration, nous donnons la possibilité à tout le monde, ou bien Ngacha est un riche homme politique prospère, il a des moyens, on le met devant pour qu'il finance la campagne, il l'amène à la victoire, mais on veut mettre Mireille parce que nous voulons promouvoir la femme. Vous voyez, le parti politique peut avoir ce genre de considération. Mais si on laissait simplement les militants de base voter, ils diraient, monsieur, c'est Ngacha qui a financé la campagne, il a les moyens, c'est lui que nous votons. Point barre. Et puis après, quand on a voté Ngacha, on se rend compte que dans tout le pays, il n'y a pas de femmes. Mais il y a tromperie sur la marchandise à ce moment, parce que celui qui investit, évidemment, c'est que... Il y a donc souvent ces formes de tromperie. Elles sont moins graves, mais elles existent. Nous sommes de ceux qui pensent qu'il faut assumer. Si vous voulez promouvoir les femmes en disant il nous faut mettre des mères femmes, eh bien, prenez
Mireille, Une femme. mettez-la en tête Et de mettez liste. les gens autour qui d'elle. t'a demandé à Ngacha qui a les moyens de soutenir Mireille, c'est-à-dire de soutenir la politique du parti. Mais il va limiter son investissement à ce moment. Ça peut arriver puisqu'il n'est pas le principal intéressé. D'accord? Ça peut arriver. Mais si le parti est bien organisé, le parti peut estimer que vous, Ngacha, mettant les moyens pour que le parti gagne, vous êtes un serviteur de premier rang qui peut aspirer à d'autres types de récompenses. Puisqu'il y aura d'autres endroits où ce n'est pas les considérations de féminisme. Mais comment mettre ou du fin à genre. ce type de spectacle d'enveloppe et tout ça où les conseillers C'est municipaux sont achetés? C'est l'amélioration de la conscience, de la culture des acteurs. Les acteurs sont sommaires. Quand vous prenez, vous voyez que j'étais au Grand Dialogue, l'un de mes débats, de mes combats, c'est l'augmentation de la qualité intellectuelle des acteurs politiques qui doivent participer à la décentralisation. J'avais dit par exemple qu'il ne serait pas superfétatoire qu'on ait une exigence, un critère d'éligibilité qui renvoie au niveau d'instruction. Parce qu'aujourd'hui, la loi dit savoir lire et écrire tout simplement. Il n'y a aucun papier qu'on met dans le dossier pour prouver que vous savez lire et écrire. Même pas un certificat d'études primaires élémentaires. Ce que vous appelez maintenant CEP tout simplement, certificat d'études primaires. À notre époque, ça s'appelait certificat d'études primaires élémentaires. C'était l'étude primaire, mais élémentaire en plus. Bon, donc c'était au moins la garantie que vous savez lire et vous savez écrire. Mais aujourd'hui, on a dit simplement savoir lire et écrire. Et du coup, vous retrouvez beaucoup de conseillers municipaux qui effectivement ne savent pas lire et écrire. Ça existe? Oui, bien sûr. Bien sûr. Allez dans les conseils. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Quand ils s'expriment, tu ne sais pas Ils s'ils sont nombreux. Et dans tous les partis. Ce n'est pas une question des partis d'opposition. Y compris le parti au pouvoir. Vous trouvez plein d'analphabètes qui sont devenus des conseillers municipaux. Mais qui sont aussi des experts en stratégie. Ben, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que une fois qu'ils sont devenus des conseillers municipaux, ils peuvent même envisager de devenir des maires. Avec donc les moyens comme ceux que vous êtes en train d'évoquer. Lui, il ne va pas utiliser sa dextérité intellectuelle, sa qualité intellectuelle, mais il va peut-être utiliser sa capacité à faire des combines sous la table, les intrigues de toutes sortes qui ont d'ailleurs apparemment fait l'objet de vos préoccupations tout à l'heure pendant une bonne partie de l'émission. Et tout ça a introduit dans la vie politique nationale la culture de l'intrigue. On ne gagne plus parce qu'on est vraiment le plus apte. On gagne parce qu'on a été le plus intriguant. Voilà. Alors, M. Abel-Elimbi Lobé, on n'a pas encore répondu à la question. Les élections législatives et municipales vous ont-elles un petit peu ruiné au point de vous? Non, les élections sont un moment où on fait de grosses dépenses. Ruiné, ça veut dire que à la sortie des élections, c'est terminé. Oui, parce que ce qu'on a vu, c'est que les élections vous ont ruiné et le lendemain, vous avez décidé de vendre finalement votre terrain et vous étiez très en colère. Vous avez des problèmes de chronologie. Après les élections, la semaine qui a suivi la mise à disposition à l'échelle, je crois, une semaine ou deux après, que la Commission nationale de recensement général des votes ait produit son procès verbal qui devait donc être lu sous réserve du contentieux électoral par le Conseil constitutionnel. Eh bien, nous savions déjà que l'État va nous restituer l'argent des cautions que nous avons payées. Parce que nous avons eu au niveau de Voury Centre, il y avait 82 138 inscrits, 21 956 votants, ce qui fait un taux de participation de 26,73%. Abstention, 60 182 personnes ont refusé de venir voter. Bulletin nul 626. Et puis, suffrage valablement exprimé. Ceux qui ont vraiment voté, ils étaient simplement 21 330. Alors, parmi les 21 330, le RDPC a eu 10 144 voix,
ce qui représente 47,56% des suffrages valablement. Moins de la moitié. Moins de la moitié. Et le SDF a eu 4217 voix, soit 19,77%. L'UDC a eu 2910 voix, soit 13,64%. Le mouvement des écologistes a eu 2624 voix, soit 12,30%. Et le mouvement progressiste du président Ekindi a eu 1450 voix, soit 6,80%. À partir de ce moment, nous savions que nous allons avoir droit au remboursement de nos cautions conformément aux dispositions du code électoral régissant les élections législatives, qui prévoit que quand vous avez au moins 10% des suffrages valablement exprimés à l'élection présidentielle, aux élections sénatoriales ou aux élections législatives, on vous restitue votre caution. Quand vous avez pour les élections municipales, c'est 5%. Est-ce que c'est ce qui a été fait? Oui, on nous a restitué. Puis une fois que nous avons eu le rapport, puisqu'il faut une preuve, et le rapport de la Commission nationale de recensement général de vote sert de preuve. On a fait notre dossier. Mais si vous avez dépensé par exemple 25 ou 30 millions dans l'organisation de la campagne, alors les 3 millions de caution ne représentent rien. C'est peut-être pour ça que vous vendiez le terrain. Ça ne représente pas l'essentiel des dépenses. Mais on ne fait pas une campagne électorale pour être restauré dans ces dépenses. Et vous saviez que vous serez député à l'Assemblée nationale. Je ne présume. D'ailleurs, vous étiez un peu en colère au lendemain de l'élection. Vous avez fait une communication et vous étiez en colère contre ceux qui ne vous ont pas voté dans votre communauté. Non. Pourquoi vous faites des amalgames comme ça? Vous risquez de dénaturer la crédibilité de votre chaîne. Ce n'est pas bien, les amalgames. J'avais lu votre publication au lendemain de cette élection. Non, je n'ai jamais été en colère vis-à-vis des électeurs. Vous savez, les électeurs ont leurs droits. Ils ont même le droit de ne pas vous comprendre. Vous ne pouvez pas les obliger à vous comprendre. D'accord. Mais les acteurs politiques, c'est eux qui investissent pour les campagnes électorales. C'est eux qui doivent ressentir un certain mal à perdre les élections. J'étais donc en colère à l'endroit des acteurs politiques qui ont déjà perdu 17 fois les élections. Il y en a qui ont perdu toutes les élections, n'ont jamais été élus. C'est-à-dire à toutes les élections législatives qu'ils se sont présentés, que ce soit en 92, 97, 2002, 2007, 2013, ils ont perdu et ils s'organisent quand même pour perdre aussi en 2020. Sans compter ceux qui, en perdant aux élections législatives, sont également en train de perdre aux élections municipales. Vous voyez que nous avons quand même, Luc Gacha, vous ne pouvez pas, ABK Radio, on vous apprend que le signal de ABK Radio n'arrive pas bien, il y a des interférences, mais 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous ne faites rien jusqu'à ce que le signal de ABK soit inaudible. Mais il y avait une solution Kautal qui avait été mise sur pied. Écoutez, certains avaient déjà prédit l'échec de cette solution. Évidemment, Kautal avait prédit, et c'est sur vos plateaux, Kautal avait instruit tout le monde que ce qui nous fait échouer à n'en plus finir, c'est notre dispersion. Si nous la reproduisons, nous allons encore échouer. Nous n'avons pas été compris et les acteurs politiques ont reproduit les facteurs de dispersion, multitude de candidatures, des unions qui n'ont pas de sens, etc., etc. Et puis, face au RDPC, vous avez 4 listes concurrentes à Douala, à Vouri Centre, là. On avait 4 listes concurrentes face au RDPC. Et aucune liste portée par le la liste Kautal. de l'UDC, la liste la liste portée qui adhérait donc à la stratégie Kautal, qui était la liste du mouvement des écologistes, et puis vous avez la liste du mouvement progressiste, 4 listes. Le résultat, c'est que les voix qui ne veulent pas du RDPC se sont dispersées. Une partie des voix est partie. 4217 voix sont parties au SDF. 2910 voix sont parties à l'UDC. Si vous ajoutez les deux, vous êtes déjà à 7000 voix. Si vous ajoutez le mouvement des écologistes, 2624 voix, vous êtes déjà à 10 000 voix.
Si vous ajoutez 1450 voix du MP, vous êtes à 11 000 et poussières. Ça veut dire que si nous étions unis, ceux qui veulent voter le MP auraient voté cette liste parce qu'ils ont des gens du MP dans cette liste. Ceux qui veulent voter le SDF auraient voté cette liste parce qu'ils ont les gens du SDF, etc. On aurait donc capitalisé déjà ces voix. Et ceux qui s'abstiennent même du fait de la... ceux qui s'abstiennent parce qu'on les dégoûte avec ce spectacle. Des gens éternellement incapables de s'entendre, de parler d'une même voix, pourtant ils ont un seul adversaire. Comment? Eh bien, d'autres personnes seraient sorties pour venir voter. Parce que l'analyse que nous faisons, c'est que s'il c'est sur 82 000 personnes inscrites à Douala, à Vouri Centre, si le RDPC n'a eu que 10 144 voix, ça veut dire que probablement il y a pratiquement 70 000 voix. Tous ceux qui aiment le RDPC, les voilà. Parce que tous ceux qui aiment le RDPC n'ont aucune raison de s'abstenir de venir voter. Leur parti est combattu, il est en danger. Ils ont l'obligation morale et militante d'aller soutenir leur parti. Donc ils sortent. Ils sortent. Donc si ils ont l'opposition a toutes les cartes en main. Ils ont eu 10 144 voix, ça nous laisse penser que voilà à peu près l'étendue de leur soutien sur 82 000. Donc l'opposition a toutes les cartes en main. Donc les 62 000 qui se sont abstenus là, si nous avions créé les conditions pour qu'ils ne s'abstiennent pas, qu'ils viennent voter, eh bien la probabilité, la chance pour la liste d'union de l'opposition allait s'accroître. Il s'agit de stratégie pour gagner. Avant d'aller sur votre terrain, évidemment, puisque vous allez nous dire si vous l'avez vendu ou pas, M. Abel Limbi-Lobé, est-ce que vous n'êtes pas... On peut en parler. Oui, mais rapidement, est-ce que vous n'êtes pas vous-même acteur de votre propre division, puisque vous-même, vous n'avez rallié aucune proposition d'union qui était présentée? Non, vous êtes venu avec la stratégie Kautal qui finalement a échoué. J'ai dit aux gens que si on vous parle d'une stratégie d'union et que vous venez mettre la vôtre aussi, c'est vous le diviseur. Vous comprenez? Si Lungacha est le premier à nous dire que unissons-nous, puis Chimi se lève de son côté pour dire oui, c'est vrai, unissons-nous, mais elle pas former son union à part. Mais il y avait déjà les mains tendues à l'élection présidentielle de février de 2018. À l'élection, les mains tendues. Oui, mais vous avez vu que ces mains tendues là, c'est nous qui avons demandé aux gens de tendre leurs mains. Et personne n'a pris la main de l'autre. Et ils ont tendu leurs mains, personne n'a pris la main de l'autre. J'en avais parlé ici. Que nous demandons aux gens de s'asseoir, de se mettre dans un conclave. On loue un hôtel, on les met dedans. Ils ont à manger, ils ont à boire pendant 2 ou 3 ou 4 jours avec des facilitateurs qui n'étaient pas des candidats, mais qui sont des gens de longue expérience, parmi lesquels Puemo, qui est devenu maintenant député, ancien maire de Bafang, ancien vice-président de l'Assemblée nationale dans les rangs du SDF. C'est quand même un homme politique chevronné qui n'est pas candidat à l'élection présidentielle. Le fait de ne pas être candidat le mettait à équidistance supposée de tous les autres candidats. Il pouvait donc les aider à réfléchir. On avait appelé Puemo, on a appelé M. Ekindi et puis bien d'autres. Il était question que ces gens rentrent dans une salle, discutent, mais alors qu'ils discutent. Que chacun mette honnêtement ses arguments sur la table. Qu'il vide son sac. Et qu'on trouve un terrain d'entente, c'est-à-dire un programme minimum de transition, et qu'on cherche parmi les 9 qui s'étaient déjà déclarés, là, les 8 là, le meilleur d'entre eux pour porter ça. On ne dit pas qu'il est le meilleur candidat au Cameroun. On dit qu'il est le meilleur dans les circonstances du moment pour porter cette transition-là, et on se met tous derrière. Mais conseiller, est-ce que ça aurait pu changer quelque chose, puisque vous-même vous êtes allé à l'élection législative et municipale, et après vous êtes plaint de ce que Elekam ne fait pas les choses comme ça devrait se faire. Mais entre ce que Elekam ne fait pas correctement, et nous le lui avons rappelé hier, et la réussite d'une stratégie que nous mettons en place, c'est pas, vous ne parlez pas des mêmes choses. La stratégie a été une bonne stratégie parce que tous les partis qui ont adhéré à cette stratégie ont vu leurs résultats s'améliorer. Ici, à Douala, le parti qui a adhéré à la stratégie, c'est le mouvement des écologistes, qui n'allait pas aux élections législatives avant, et qui est donc allé pour la première fois, et il a eu 12,29%.
Ngoumou, le parti qui a porté la liste cautale de Ngoumou, c'est le PNDC, que vous ne connaissez pas. Qui était un parti créé parmi les 300 partis qui existent et qui dormait dans le sac. Il est allé aux élections pour la première fois à Ngoumou. Il a eu 20%. Il n'était que 2 candidats, le RDPC et le PNDC. Parce que tous les autres se sont mis dans la stratégie cautale et se sont mis dans une seule liste, portée donc par le PNDC. Et le PNDC a engrangé les résultats, c'est-à-dire 20%. Quelque chose qui n'aurait pu jamais avoir si l'UPC avait mis sa candidature, le PCRN avait mis sa candidature, etc. Les militants du PCRN de Ngoumou, etc., tous ceux qui auraient pu mettre des candidats se sont abstenus. Ils ont pu être convaincus par le syndicaliste et Siga Benoît qui conduisait la liste de l'opposition à Ngoumou. Mais il y avait... Ils n'ont pas gagné. Oui. Quand on va à une élection, quel que soit le meilleur, la meilleure stratégie, le meilleur programme, vous pouvez gagner, vous pouvez perdre. Ce n'est pas à vous qui aimez le sport que j'apprendrai cela. Vous savez que vous pouvez mettre votre 4-4-2 en place avec de meilleurs joueurs. L'autre même le 3-3-8 avec les meilleurs joueurs aussi. Vous perdez quand même le match. Évidemment, vous avez raison. On sort de cette question d'union, évidemment. Donc la terre n'était pas conçue pour ça. La terre, c'est un terrain que j'ai acheté dans les années, il y a une dizaine d'années que j'ai acheté ce terrain et il s'est retrouvé était où? Il est là, pas qu'il était. Il n'a Donc pas vous ne l'avez pas encore vendu? Non. Est-ce que c'est pas le terrain querellé de Sable Bonamoussadi? Non. Le terrain querellé de Sable Bonamoussadi font l'objet d'une procédure judiciaire qui suit son cours. Et là-bas, il y avait des problèmes entre les propriétaires légaux de ce terrain et la communauté coutumière de Bakoko qui avait vendu ce terrain-là. Bon. Et vous êtes l'acquéreur? Je n'étais pas le seul, c'est des terrains de plus de 300 hectares. On a loti ça, ça s'appelle Douala Horizon. On a loti ça. Situé à quel niveau? Avant le pont de la Dibamba, un peu après la station de pesage à droite. Le stade Japoma est à gauche. Quand vous montez sur la nationale numéro 3, vers la léproserie, vous dépassez la léproserie. Oui. La léproserie est loin dedans, mais même côté. Parce que les Bakoko sont de ce côté et Japoma stade est de l'autre côté. Voilà, donc ce terrain a donc connu des problèmes qui ont duré 10 ans. Et les vrais propriétaires, c'est-à-dire Douala Horizon, ont eu gain de cause. La prénotation judiciaire a été levée et l'ordre a été donné que tous les dossiers qui étaient en instance soient traités. C'est dans cet esprit-là que ce sont les services même des domaines qui ont appelé les uns et les autres pour venir enfin prendre leur titre foncier auprès des différents notaires. Et lorsque j'ai donc pris mon titre foncier qui est enfin sorti, je crois que c'est Dieu lui-même qui a travaillé pour que, parce que j'étais désespéré. Oui, j'étais désespéré. J'étais convaincu que j'avais mis de l'argent dans cette affaire. Oui, et pour éviter les problèmes pour l'avenir, vous décidez de vendre? Non, c'est-à-dire que c'est des terrains que j'avais achetés dans le but de les revendre. Puisque je fais de la promotion à mes heures perdues, il m'arrive, j'ai plein de terrains un peu partout que j'achète, d'autres que je viabilise d'abord et que je peux revendre 5, 6, 10 ans après. De toutes les façons, je vends un terrain une fois tous les 5 ou 10 ans. Donc, c'est pas compliqué. Monsieur Abelili Melobé, vous dites que vous étiez même déjà un petit peu découragé. Est-ce qu'à un moment donné, vous ne vous êtes pas dit, est-ce qu'il y a des démons qui me suivent, puisqu'il y a l'affaire des terrains de Sable Bonamoussadi, vous avez failli risquer votre vie. Et puis, il y a encore l'affaire de Douala Horizon de l'autre côté vers la Dibamba, qui était toujours querellée. Mais est-ce qu'à un moment donné, vous ne vous êtes pas dit, l'affaire des terrains et moi, ça ne marche pas? Vous voyez donc que ça marche.
Non, je ne fonctionne pas comme ça. C'est comme si vous disiez que vous n'achetez plus de voiture parce que quand vous achetez la voiture, elle tombe en panne. Quand vous achetez la voiture, vous savez d'avance qu'elle va tomber en panne un jour et vous allez la faire réparer, etc., etc. C'est comme ça les affaires. Je suis un physicien de formation, je suis un homme d'affaires, je suis un petit chef d'entreprise. Je fais beaucoup de choses à la fois. Si demain vous apprenez que je suis un producteur de poissons parce que je vais bientôt commencer une ferme piscicole, évidemment. Bon, alors ne soyez pas étonnés. On va vous aider. Premium Agro organise d'ailleurs une formation dans les jours à venir dessus. On va vous aider dans ce. Écoutez, si vous êtes prêts à m'aider, c'est tant mieux. Moi, je vais bientôt commencer à voir comment créer ma ferme piscicole dans le Vourier. Vous savez, j'ai prêté main forte au démarrage de ABK. Peut-être que ABK aura droit au premier poisson. Bravo! C'est une information officielle et je préfère le dire tout de suite. J'écris dans le cahier. Puisqu'on aura. Mais si tu écris que ça prend 10 ans. Enfin, Non, Ça reste une promesse. sur le terrain, si après 10 ans le terrain a pu. vous pouvez être cédé de donc le terrain est là, il était très grand terrain. Et pourquoi il n'a pas été vendu? Parce que je le vends cher. À combien le mètre carré? Écoutez, sauf si vous êtes devenu une agence de vente. Oui, je n'ai pas payé les droits de publicité. Non, mais on vous donne la publicité gratuite. On vous donne la publicité. Et je la refuse. Il veut payer la pub avant de passer. Je vais d'abord payer. Donc dites-moi combien il faut payer. Comme ça, vous viendrez ici dire que bon, il y a celui qui veut prendre tout ça. Il paye tant. Celui qui veut prendre les petits lots, parce qu'il y a 6 petits lots. J'ai fait de combien de mètres carrés? Il y a 3 lots de 500 mètres carrés, 2 lots de 350 mètres carrés et un lot de 600. C'est l'endroit où il y a le marécage là? Non, il n'y a pas de marécage. Est-ce que l'eau de la Dibamba ne peut pas venir ravager quelqu'un là-bas? Non, pourquoi? Mais les gens habitent dans les marécages ici, ils n'ont pas peur. C'est quand ils seront là-bas. Il y en a qui sont habitués à vivre dans les marécages. Monsieur Limbi-Lobe, il y a docteur Ndjomo de la clinique Le Suivi qui pose 2 questions. Première question. Ndjomo clinique Le Suivi. Oui. Ah, le suivi. Le Suivi à Dakar. Il pose 2 questions. Que pensez-vous de Paul-Éric Kinguet? Et il pose une autre question. Pour vous, est-ce que la décentralisation est effective comme vous l'aurez voulu? Non, il ne s'agit pas qu'elle soit comme j'aurais voulu. Elle est effective. Les textes ont été mis en place. Les hommes sont mis en place. La seule chose qui nous manque, c'est les bons résultats. Et les financements? Non, ce n'est pas les financements. Les textes ont été mis en place. Ces tests-là donnent le cadre, ils donnent même les financements. Je l'ai dit au grand dialogue parce que nous avons eu ce débat, le débat entre ceux qui considèrent que la décentralisation ne marche pas, on ne l'a pas mise en place, il va beaucoup. Je leur ai dit, la loi vous a donné 38 impôts. Ces 38 impôts peuvent devenir 32 selon les localités. Parce que certaines taxes ne sont pas percevables, ouvrables dans certaines localités. Par exemple, la taxe sur les forêts. La taxe sur la chasse. D'accord? Vous êtes à Douala, il n'y a pas de chasse. Il n'y a personne qui a le fusil ici pour taxer le fusil. Mais si vous allez à Yokadouma, ça devient un impôt que vous pouvez prélever. Bon. Mais globalement, nous avons 38 impôts qui ont été transférés aux collectivités territoriales pour financer les collectivités territoriales. Et le gouvernement a donné la responsabilité aux communes elles-mêmes de percevoir ces impôts-là. Mais de se faire aider par les services du ministère des Finances qui ont l'expérience des prélèvements fiscaux et la capacité parce qu'ils ont un maillage territorial. Première chose, beaucoup de communes refusent la collaboration avec les services
C'est pour ça que vous voyez Le ministère des Finances. C'est pour ça que vous voyez que quand vous prenez par exemple l'impôt libératoire, certains vont payer ça dans les centres divisionnaires d'impôts, d'autres vont payer à la recette municipale. Alors que normalement, tout le monde devait payer au centre divisionnaire. Le centre divisionnaire collecte, puis reverse à la commune qui, elle suit. Elle sait que j'attends 700 millions, j'attends 1 milliard. Bon. Cet argent est donc mis à la disposition des communes. Ça, c'est la première source de recettes des collectivités territoriales. La deuxième, il y en a 3. Rapidement, on va aller sur la deuxième, c'est ce qu'on appelle la dotation générale de la décentralisation que le gouvernement doit donner aux collectivités territoriales. Et le montant vient d'être fixé dans le Code général de la décentralisation à 15% du budget national. Bon. La troisième source, c'est l'argent que la commune elle-même produit par ses propres activités. Une commune qui crée une radio, comme par exemple ABK, les gens viennent, payent des publicités, font des messages, ça génère de l'argent. Eh bien, on peut imaginer qu'il y ait des bénéfices qui vont dans la caisse de la commune après avoir payé le personnel, l'entretien et tout. Une commune qui développe sa coopérative pour produire les oranges, les citrons, organise ses populations et la production des agrumes se met à augmenter. S'organise pour avoir une machine pour presser, commencer à faire les jus de fruits, vendre ça à l'intérieur et à l'étranger, gagner de l'argent, c'est l'argent de la commune. Voilà. Et c'est cette troisième source de recette qui est d'ailleurs la véritable recette de développement. C'est-à-dire que c'est quand vous arrivez à produire et à gagner de l'argent que vous allez voir que vous êtes en train de développer votre localité. Donc une mairie qui ne développe pas des projets pareils et qui compte sur l'argent, la dotation de la décentralisation. Voilà, donc vous venez de mettre le doigt dans la plaie. Il se trouve que 98% de communes sont incapables de collecter efficacement leurs impôts, de développer des recettes propres, ce qu'on appelle les recettes propres, ce dont nous venons de parler là, et se retournent tous vers Yaoundé pour attendre que Yaoundé leur donne la dotation générale. Que pensez-vous du combat de Paul-Éric King, évidemment? Alors, le combat de Paul-Éric King s'inscrit donc dans ce que nous venons de dire. Paul-Éric King, c'est quelqu'un qui estime que sa commune a un potentiel. Elle peut développer une activité et vivre de cette activité, qui serait l'exploitation des carrières. Bien. Et il veut avoir de l'œil. Il constate qu'au moment où il devient maire, il y a des entreprises qui exploitent les carrières à Diombe Pendia et la commune ne reçoit rien dans cette exploitation-là. Vu comme ça, il a raison de se plaindre. Et l'intention qui le pousse à se plaindre est bonne, puisqu'il se plaint pour sa commune. Il veut que la commune, s'il y a exploitation, que la commune puisse en tirer profit. Maintenant, tout ce que vous voulez bien faire et qui est permis n'est pas forcément édifiant. La Bible nous le dit. Encore faut-il y mettre les formes. Vous pouvez aimer une femme, mais vous finissez par la déranger. Mireille serait très capable de nous dire comment ça fonctionne dans ce domaine. Vous pouvez aimer une femme et finalement la déranger parce que vous lui donnez les cadeaux à tort et à travers. Est-ce que vous imaginez ça? C'est vrai, non, Mireille? Bah, c'est vrai. Un amoureux peut devenir gênant. Ou alors vous l'embêtez alors tout le temps. qu'il a de bonnes intentions. Qui embrasse il trop. vous aime et il embrasse trop. Il embrasse partout. Il est partout. Il a les mains sur toi. Au nom de l'amour. Il est collant. Alors à un moment donné, tu commences à dire il est possessif. Alors, on dit qu'il est très possessif. Bon, on sort de là rapidement. Donc, la forme. Un combat doit avoir une forme. Le combat, ce n'est pas sur les radios. Parce qu'il y a des oppositions aujourd'hui entre le maire, le sous-préfet et le préfet, évidemment, dans le monde. Le combat doit avoir une forme. Si vous voulez réussir votre combat. Est-ce que Paul-Éric King s'y prend mal? Nous pensons, je suis de ceux qui pensent qu'il s'est mal pris. Il devait faire ce combat, mais le faire d'une autre manière. Et
je suis de ceux qui conseillent à l'opposition d'une manière générale. Ne vous trompez pas de combat. Notre combat est politique. Il n'est pas un combat contre X préfet ou Y sous-préfet. Parce que ces gens-là, c'est des acteurs passifs. Sous-préfet, préfet. Si vous changez les données politiques, eux-mêmes changent de comportement. Par eux-mêmes. Vous comprenez? Si vous changez les données politiques, c'est-à-dire que si on avait la capacité à accéder à l'Assemblée nationale, parce que nous avons eu un nombre de députés important, nous avons des groupes parlementaires, nous pouvons influencer l'ordre du jour et mettre ces questions-là au débat, développer une démarche de rencontrer le chef de gouvernement, discuter de cette difficulté, parce que tous ces députés que vous voyez bavarder là, ils viennent simplement bavarder, se plaindre sur vos antennes. Vous avez appris un jour que les députés de l'opposition se sont réunis quelque part, même à titre informel, même pour manger seulement entre eux, discuter des problèmes qu'ils rencontrent. Mais ils vous disent que idéologiquement ils sont séparés. Comment se réunir alors qu'on n'a pas les mêmes idéologies? Vous voyez donc qu'ils se donnent, eux-mêmes se tirent une balle sous le pied. Puisque à cause de cette incapacité à se mettre ensemble, ils ne peuvent pas élaborer des stratégies d'un combat qui est pourtant commun. Alors sortons de là. Ils ne vont pas voir le Premier ministre. Vous avez appris un jour que monsieur aussi Nietzsche se mettre ensemble, demander une audience, aller voir le Premier ministre pour dire au Premier ministre, mais monsieur le Premier ministre, nos maires... Mais monsieur aussi Kabal et bien bu le whisky. Vous avez vu tous les maires. Vous avez suivi ce que Black Roy... Non, Black Roy est en train de faire son théâtre. Et c'est bien comme ça. Est-ce que vous avez vu les maires de l'opposition s'asseoir quelque part, se parler et dire, bon, vraiment, nous, on s'en va voir le Premier ministre, demander une audience au chef de gouvernement, peut-être même au président de la République et au grand dialogue. J'ai proposé ça, qu'il faut qu'il y ait une rencontre annuelle, peut-être une fois par an, entre le président de la République élu de la nation tout entière et les maires élus locaux, pour que les maires puissent lui dire, ne serait-ce qu'une fois par an, de rencontre les réalités de... Le président est en confinement, pas de rencontre. Non, alors, écoutez, le président est en confinement, cela ne l'empêche pas de recevoir les maires s'il veut les recevoir. Monsieur Abel Elimbi Encore que l'association des villes et communes unies du Cameroun peut donc représenter maintenant tous les maires, et ça sera 2 ou 3 personnes qui peuvent exposer au président de la République. On va bientôt sortir pour chaque question. Si on leur accorde 120 secondes, ce serait intéressant. On va parler un petit peu de la réunion d'Elecam. Hier, je vous ai vu éventuellement dans les locaux d'Elecam ici dans la région du littoral. C'était une réunion qu'Elecam avait convoqué les leaders politiques, les présidents de partis politiques, à l'effet de faire une sorte de... Bon, vous allez nous expliquer, mais à quel titre vous étiez là-bas, puisque vous n'avez pas de parti politique? Est-ce que Elecam ne convoque pas seulement les partis politiques? Elecam convoque les partis politiques, les acteurs politiques de la société civile et même de la société politique. Le fait qu'on confisque les investitures entre les mains des partis politiques et que ces partis politiques-là ne se montrent pas capables de gagner individuellement, nous a amené à pousser les partis politiques vers une nouvelle mentalité, celle de se mettre ensemble pour gagner ensemble. Vu comme cela, je ne suis plus intéressé par l'appartenance à un parti. Mais quand vous avez vu ces présidents de partis politiques, et vous qui n'avez pas de chapelle politique, est-ce que ça ne vous a pas interrogé? Non, pas du tout, au contraire, j'étais très à l'aise puisque vous avez vu donc le type d'intervention que j'ai pu leur faire. J'étais en train de dire que je suis très à l'aise parce que quand moi on m'invite comme un candidat à l'élection. Un ancien candidat. On m'invite comme un ancien élu. On m'invite comme quelqu'un qui, à l'intérieur du pays, sans avoir de parti politique, reste un acteur politique, qu'on m'aime ou qu'on ne m'aime pas. Et je serai aux élections en 2025, s'il plaît à Dieu. Peut-être que ce sera toujours le mouvement des écologistes qui va présidentielle? Non. Peut-être, oui, je ne commence pas l'apprentissage au bac pour venir ensuite au CIP, passer le CIP. Vous êtes allé faire quoi, Elecam, hier? C'était quoi l'objectif de cette rencontre? Je ne suis pas comme ces gens qui n'ont jamais été élus et qui veulent commencer l'élection à la présidence de la République. Quand ils ont échoué, maintenant, ils viennent devenir député. Vous voulez parler de Cabral Libby? Non, moi je parle de moi. J'ai commencé à l'école primaire, c'est-à-dire au conseil municipal. Maintenant, je vais aller
au cours moyen 2. C'est-à-dire Vous étiez déjà au cours moyen 2, vous avez échoué. C'est-à-dire député. Puis peut-être prochainement, s'il plaît à Dieu, je serai au bac, c'est-à-dire à la présidence de la République. J'aime la chronologie, j'aime la méthode, je suis un esprit... Vous ne voulez pas être conseiller régional? Si, ça peut arriver, mais il faut être pragmatique. Bon, maintenant... Vous étiez faire quoi, Elekam, hier? Leur dire que, premièrement, l'une des plus belles innovations que Elekam a amené dans le champ politique camerounais, c'est la disponibilité des données électorales. Avant, sous le MINAT, il n'y avait pas de données. C'est-à-dire que vous allez aux élections, vous ne savez pas réellement combien d'inscrits il y a eu, vous ne savez pas combien de personnes ont voté, vous ne savez pas combien de personnes les abstentions, qui a gagné, combien de conseillers. Tout ça, c'était gardé quasi secret au MINAT. Encore faut-il que le MINAT fasse ce travail réellement. Mais quand Elekam est arrivé, dès 2011, Elekam a produit un rapport chiffré sur l'élection présidentielle qui permettait de savoir, par exemple, quelle est réellement la pertinence de tous ces candidats. Ne serait-ce qu'en termes de capacité à occuper les bureaux de vote pendant l'élection pour avoir les données qui sortent de l'élection des bureaux de vote et que chaque parti politique peut utiliser pour envisager son Mais on a résultat. l'impression que vous encensez un peu Elekam alors que les acteurs politiques se sont plaints de ce que jusqu'à présent il n'y a pas encore les données de Je l'élection vous ai municipale et déjà dit, et je crois législative. Et on a Elekam d'ailleurs qui s'est fendu en vous disant que l'organe organise mais ne supervise pas les Je élections vous sur ai le terrain. déjà dit non. C'est pas ce qu'ils ont dit. Ils organisent et ils supervisent. J'ai bien suivi, M. Non, Abel ils Elimbilo. organisent, ils supervisent. Mais c'est Puisqu'ils pas eux demandaient qui- à la société ce n'est pas civile de eux. produire leur rapport. Oui, ça veut dire qu'ils ont besoin de l'avis des autres acteurs pour tirer eux-mêmes aussi des leçons, puisqu'ils sont organisateurs. D'accord? Et qu'est-ce que vous appelez organise et ne supervise Mais ils ne contrôlent pas sur le terrain. Si, ils contrôlent si son organisation est en train de marcher. Comment j'organise et je ne supervise pas? Ça n'a pas de sens. Si j'organise, ça veut dire que je dis comment les choses doivent être et je vais voir si ça se passe vraiment comme ça. Maintenant, mon regard est une chose. Le regard de Lungacha qu'il observe est une autre chose. Et Lungacha peut me faire remonter des critiques. Quand bien même j'ai moi-même regardé, il peut me faire voir des détails que je ne vois pas. C'est l'esprit de l'intervention du conseiller qui était là hier. Et vous avez critiqué un peu la démarche des présidents de Donc partis j'ai politiques qui critiqué, étaient là. alors Pourquoi j'ai dit, première chose, vous devez faire l'effort de nous donner le rapport des élections. Ça fait 6 mois que les élections sont passées, nous n'avons pas toujours le rapport. Bien sûr, ils ont eu raison de me dire que pour ce qui est des élections municipales, les contentieux sont encore en cours. Vous savez que quand c'est l'élection municipale, la chambre administrative peut décider d'annuler l'élection ici. Mais vous, le maire qui avait été proclamé élu, vous faites appel. Ce n'est pas comme pour les députés. Pour les députés, si le conseil constitutionnel dit que l'élection est nulle, on annule tout de suite et on recommence. Il n'y a pas d'appel. Chez les conseillers municipaux, il y a de l'appel. Et quand vous faites appel à l'assemblée plénière de la Cour suprême. Et là-bas, la Cour suprême met le temps qu'elle veut. Elle peut même proclamer, donner son résultat définitif l'année prochaine. C'est ce qui s'est passé à Douala. On va bientôt sortir. en 2007. Oui, mais pourquoi vous critiquez Alors, ça la démarche empêche des Élections autres de Cameroun de l'opposition? conclure sur les élections municipales. Les données ne sont pas encore définitivement acquises. Puisque on peut dire que vous avez gagné. On inscrit votre nom comme le maire. Et la Cour suprême annule l'élection après. Et vous repartez aux élections, vous n'êtes plus l'élu. Il faut refaire un nouveau rapport. Or, le rapport pour les élections, c'est souvent 300 pages. Donc, on est obligé d'attendre. C'est comme ça que le conseiller électoral a expliqué le fait qu'il soit contraint d'attendre. On sort de la question. Je vous posais la Maintenant, question de je savoir. leur ai aussi vous ai fait donc entendu. critiquer les acteurs politiques. Je vous ai entendu dire Voilà. qu'ils cherchaient les mangues sur le Goyave. Voilà. Comment nous sommes tous des acteurs? Nous savons que Elekam ne légifère pas. Ce n'est pas Elekam qui fait les lois. Elekam est responsable de l'application de la loi. Il applique une loi.
Si nous estimons que la loi n'est pas bonne, ce n'est pas à Elecam que nous devons nous adresser. Parce qu'ils vont nous répondre comme ils nous répondent depuis 30 séances de rencontres. Que ça, c'est du domaine de la loi. Nous ne pouvons rien. Il faut aller voir ça avec la loi. Nous, on applique. On nous a déjà servi cette réponse 36 000 fois. Est-ce que c'est normal que les partis politiques continuent à venir rencontrer Elecam pour lui dire que la loi, le code électoral n'est pas bon à tel endroit? Nous savons où on a écrit le code électoral. On l'écrit au gouvernement. On le vote à l'Assemblée. On le modifie à l'Assemblée. Si nous voulons modifier le code électoral, organisons-nous pour être à l'Assemblée. Et c'est le reproche que j'ai fait à mes pères en leur disant, vous venez demander à un citronnier de vous donner des marques alors que vous savez très bien où vous devez trouver les marques. Vous voulez que Elecam vous donne une bonne loi. Alors que ce n'est pas Elecam qui fait la loi. La loi se fait à l'Assemblée, c'est les députés, c'est le gouvernement qui fait les projets de loi, etc. Au lieu de nous organiser pour accéder donc à l'Assemblée de façon à pouvoir modifier le cours des événements, vous vous organisez pour qu'on nous batte aux élections, et quand on a fini de nous battre aux élections, chacun vient dans la réunion avec Elecam se plaindre que la loi a fait quoi? C'est Elecam qui fait la loi. Vous savez que Elecam ne fait pas la loi. Donc ne faites pas en sorte que nos réunions soient des espèces de cercles où on tourne en rond. On se voit chaque année 2-3 fois, on dit les mêmes choses et on a les mêmes réponses. Et j'ai donc dit au conseiller électoral que puisqu'il a utilisé une métaphore pour dire qu'il est le lion, c'est-à-dire que c'est lui l'organisateur des élections. Nous avons dit, c'est bien. Comme tu es l'organisateur des élections et que tu n'es pas le législateur, fais alors en sorte que, aidez-nous, nous, partis politiques, société civile, à nous asseoir avec celui qui propose les lois à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le gouvernement, à travers le Premier ministre, n'importe qui, pour que on se parle, pas qu'on se querelle, pas qu'on s'insulte comme on le fait dans les débats de radio et de télévision, mais pour qu'on se parle sereinement. Par exemple, j'ai pris la durée de la campagne électorale. La campagne électorale, c'est 15 jours. Mais vous savez que quand vous êtes dans une circonscription comme la Sanaga-Maritime, vous ne pouvez pas parcourir la Sanaga-Maritime en 15 jours. Non seulement c'est le plus grand département du Cameroun, mais ensuite, c'est le département le plus enclavé. Vous ne pouvez pas partir de Nyanon à Dibamba sans revenir à aider en passant par Yaoundé. Monsieur Abel et Limbi Lobé, des questions que nous n'avons pas pu évacuer ici, vous allez nous revenir certainement la semaine prochaine. Il y en a tellement. Je vais juste lire quelques semaines, ça ne me ferait pas du mal. Voilà, je vais juste lire quelques messages. Bonjour Monsieur Abel et Limbi Lobé, ça vient de l'Angleterre. Comment se fait-il que vous ayez la potion magique pour gagner une élection dans notre pays et qu'elle ne trouve jamais preneur? Excellente journée, c'est Laurent. Il y a d'autres messages aussi. J'ai gagné l'élection et l'élection ne trouve pas preneur. Non, il dit comment se fait-il que vous ayez la potion magique pour gagner une élection, mais dans notre pays, et qu'elle ne trouve toujours pas preneur? Oui. Ah, la potion magique. Oui, que vous avez. Oui, je comprends le sens. La réponse, c'est que les habitudes sont têtues. Et les raisons pour lesquelles les gens sont en politique ne sont pas les mêmes. Moi, je veux gagner les élections. Il y en a qui gagnent de l'argent en perdant les élections. Vous comprenez? Donc il y a des gens comme ça. Peut-être vous allez répondre à 30 secondes. Pourquoi Elimbi Lobé déteste Titan, le MRC et son président national Maurice Kamto, et il aime bien le clamer haut et fort sur les médias? Je ne déteste pas, je combats un mauvais parti politique. Voilà. Quand vous avez un parti politique qui se permet de transgresser les règles de fonctionnement de la démocratie, quelqu'un va aux élections, le lendemain matin à 6h, il se lève, il dit qu'il a gagné les élections, il commence à organiser le désordre partout. À la fin, il fuit les élections et tout ça, vous comprenez très bien que c'est un mauvais parti politique. Et les 300 partis politiques dont on parle au Cameroun, là, il y en a donc comme ça des mauvais et des mauvais. Ils sont pleins là-dedans. Voilà. C'est eux qui nous font échouer 17 fois aux élections. Monsieur Abel et Limbi Lobé. Et vous êtes d'accord avec moi que quand on a échoué 17 fois, on peut quand même s'arrêter. Il a dit qu'il reviendra une fois par semaine. Est-ce qu'on peut avoir le numéro de vente du terrain? Le numéro? Oui, le numéro pour la vente du terrain. Pour ceux qui veulent celui qui va acheter le terrain, il m'appelle. Oui, sur quel numéro? Mais ABK connaît mon numéro. La personne rentre en contact avec ABK. Ceux qui veulent acheter le terrain, ils n'ont qu'à passer par ABK.
ADK